cette ultime table ronde du Symposium Finance. Et donc, nous avons l'honneur d'avoir 4 hommes. Je constate. De dire quand même quelque part. Mais je constate seulement que la parité est largement respectée dans cette salle. Et voilà, j'allais dire, voilà. Et en plus, donc il va falloir que non seulement que j'exerce un pouvoir sur des hommes, et en plus sur des personnes a priori plus âgées que moi, où je devrais avoir un respect colossal, mais je exercerai mon pouvoir et je ne vous laisserai que un quart d'heure chacun. Et donc, nous allons écouter successivement donc les interventions de Renaud Dutertre. Alors, ce n'est pas nécessairement dans l'ordre du programme, mais Renaud ayant un diaporama, il nous a paru plus judicieux de commencer par lui, comme ça après on éteindra et la logistique et la technologie prendra fin. Donc Renaud a souhaité aborder la question de l'instabilité financière à travers une dimension temporelle et au niveau des différentes sources de l'instabilité. Parce que je rappelle quand même que le thème général était instabilité des marchés et financiarisation de la société. Nous écouterons ensuite, si cela vous convient, Paul Devinsky, si on reprend l'ordre hier. Et donc, éventuellement, eu égard à vos spécialités, il y avait plutôt une dimension éthique dans cette réponse, à savoir est-ce que finalement l'éthique est une voie pour réencastrer la finance. Puis, en respectant toujours l'ordre, cette fois-ci, du proposé, Monsieur Paul Jorion, et ce que j'avais proposé et que vous aviez validé, c'était de réfléchir à l'avenir de notre société financière. Et enfin, dans un dernier temps, Roland Pérez conclura cette table ronde autour finalement de la dimension des entreprises et au fond de la marge de manœuvre qu'ont les entreprises dans une société financière. Donc je vous laisse à chacun un quart d'heure et je propose qu'à la fin de vos 4 interventions, eh bien, nous discutions. Bon. Donc moi je redis que ce qui me fait très très plaisir, c'est de pouvoir être dans cette plurisectorialité, parce qu'en général je travaille toujours avec des économistes, et là c'est une chance pour moi de me trouver avec des gestionnaires, des personnes qui ont une pratique et une connaissance des marchés, voilà. Donc je voulais quand même faire ce petit point. Donc moi mon idée, si vous voulez, c'est de montrer, compte tenu de ma spécialité, c'est de montrer l'articulation entre la macroéconomie et la microéconomie, parce qu'en réalité, dès qu'on s'intéresse à cette articulation, on conçoit qu'il y a en fait différents types d'instabilité, et ces instabilités, elles s'inscrivent dans des temporalités aussi qui sont différentes. Et en conclusion, j'essaierai d'esquisser quelques pistes sur l'avenir, surtout sur comment faire évoluer les choses dans l'avenir. Alors, j'ai du mal à ne pas commencer par quelques références théoriques. Bon, la première référence, c'est celle de Keynes, dont je suis amoureux depuis longtemps, et j'en parle trop, mais il y a quand même deux points importants dans l'analyse de Keynes. C'est d'abord la substitution entre l'hypothèse d'efficience des marchés, qui est substituée par l'incertitude radicale, qui change complètement l'approche des prix, pas seulement des actifs, mais aussi la formation des prix dans l'économie. Et donc les prix des actifs ne sont pas des confrontations entre une offre et une demande, mais ont une base conventionnelle d'opinion moyenne, et donc précaire, avec des ajustements naturellement qui vont se faire de manière brutale. La deuxième référence quand même très importante, c'est celle de Minsky. Pourquoi? Parce que Minsky inscrit l'analyse de Keynes dans une dynamique essentiellement à partir de l'effet de levier. Donc lui, il a une préoccupation qui est la microéconomie, Minsky, et l'articulation avec la macro. Et à travers cet effet de levier, en fait, s'accumulent des fragilités financières et qui se déclarent comme crise à partir d'un certain moment, et donc ça lui permet d'endogéniser les crises. La troisième référence, c'est la théorie de la régulation, dans laquelle
j'appartiens. Et le travail que je vais vous présenter en réalité est une synthèse d'un travail qu'on mène avec Michel Aguilieta à la Caisse des dépôts et consignations depuis maintenant un peu plus de 3 ans et qui va donner lieu à la publication d'un livre chez Odile Jacob qui s'appelle « Le capitalisme, le temps des ruptures » pour octobre 2019. Voilà. Donc là, le point important avec Michel, c'est de définir différents types de cycles financiers. Le cycle financier particulier du mode de régulation, de la régulation du régime de croissance financiarisée, qui a une dimension financière. En fait, qui s'identifie à l'accélérateur financier en réalité. Et le deuxième point chez Michel aussi, qui est Aguilieta, qui est très important, qui s'articule aussi avec, vous voyez, sur le fait que les crises financières, en fait, scandent les différentes étapes du développement du capitalisme. Donc il y aurait un cycle long, notamment mis en évidence par les travaux de la BRI. Alors, les différents types de temporalité, je m'appuie là sur un article de Robert Boyer de 2013 que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Les crises financières comme conflit de temporalité ». Alors, c'est une inspiration lointaine, et de cet article, je vais dire 4 types de temporalité de nature distincte. La première, c'est la temporalité, celle que nous connaissons bien tous, le mieux d'ailleurs, en général, c'est la temporalité des marchés financiers avec leur phase d'emballement et leurs ajustements brutaux et souvent de grande ampleur. Ensuite, la temporalité des entreprises, qui n'est pas la même, parce que les horizons des entreprises, même s'ils sont contraints par les actionnaires à raccourcir leur horizon, en réalité, c'est quand même des horizons plus lointains, et du coup, les ajustements de l'activité des entreprises se font avec des délais. Et donc, on n'a pas la même instabilité. Je vais illustrer mon propos après par des courbes. En fait, après la temporalité de nature macroéconomique, qui est en réalité le moment où il y a des redressements de bilan des entreprises, ou au contraire, on profite d'une situation d'emballement et naturellement la sanction. La sanction, c'est l'ajustement de l'emploi. La quatrième temporalité, j'en ai déjà parlé, c'est celle qui aujourd'hui est la temporalité longue qui doit intégrer aujourd'hui l'intégration de la transition énergétique et du changement climatique qui forme la 4e partie du livre et qui pose un problème pour nous, post-keynésiens, qui est très important, qui est celle de la conscience sociale et de la conscience collective des problèmes. Parce que naturellement, si ces problèmes ne sont pas pris en charge socialement, à travers des représentations de l'avenir, il ne se passera rien. Donc ça s'inscrit, cette prise de conscience s'inscrit aussi dans une temporalité qui est spécifique et qui est longue, on le voit bien dans les prises de conscience. Alors, là, des 3 graphiques maintenant pour illustrer mon propos de ces différentes. Alors, le graphique habituel sur le ROE, donc en gris clair en haut, le ROS, c'est-à-dire le taux de profit des entreprises en noir, et en bas, en gris très clair, le taux d'intérêt. Donc, ce graphique montre comment se forme l'effet de levier. Ah ben là, il y a une erreur, parce que je vois que les 2 graphiques qui sont les mêmes, bon, mais tant pis, on n'a pas Londres, en fait, on n'a que Londres. On n'a que Londres, ah zut, alors on n'a pas les États-Unis, bon, c'est pas grave, bon, tant pis. Après, on a la France, c'est dommage, je me suis couré quelque part. Bon. Donc, en France, vous voyez, bon, je ne peux pas commenter les États-Unis, ils sont pas là. En France, vous voyez, une espèce de vaste, une espèce d'énorme emballement, et après, quand même, une chute extrêmement sérieuse, alors que, en Allemagne, on s'aperçoit que le ROE se forme sur une base extrêmement différente, à un niveau alors plus bas que les niveaux anglo-saxons, mais par période, par palier et de manière progressive. Je reviendrai sur cette différence parce que c'est tout à fait fondamental. Alors voilà maintenant un type d'instabilité sur les marchés boursiers qui est donc confectionné à partir de la capitalisation boursière des entreprises de l'échantillon. Alors là, on a bien les États-Unis, avec de grosses bulles Internet qui se forment au début, puis après cette correction massive des années 2000-2002, et puis après, naturellement, ils ont quand même été pas mal escalés les types, et donc, si vous voulez, la reprise des prévisions de rendement se fait de manière
avec moins d'emballement, sauf naturellement il y a la crise financière. Alors vous voyez, si on regarde les différents graphiques, on voit bien que c'était le graphique de tout à l'heure, en fait, il y a une certaine relative stabilité aux États-Unis, de moyenne période, une relative stabilité de moyenne période. Naturellement, à l'intérieur, vous avez des cycles avec une forte instabilité. Et bon, la France, voilà. Alors, l'intérêt des deux graphiques, c'est pour démontrer pourquoi il y a deux temporalités. Parce qu'en réalité, quand on s'intéresse au marché financier, on assiste à une convergence des taux de rendement sur action qui se fait par palier et par période. Alors que lorsqu'on s'intéresse à la stratégie d'entreprise, on a au contraire une différenciation des conditions dans lesquelles les entreprises établissent le ROE comme objectif de croissance. ROE, Return on Equity, la rentabilité financière. Le troisième graphique est un graphique issu donc, des travaux d'un des participants au rapport dont je parlais, qui porte donc sur le cycle financier dans la zone euro en comparant. Alors, la jaune rouge, c'est la moyenne des pays. Bleu, ce sont les pays qui, en fait, les pays du Sud essentiellement, mais aussi la France et l'Italie, qui vont avoir des cycles avec une amplitude énorme. Naturellement, nous, ce qui nous intéresse, c'est le cycle noir, qui est le cycle extrêmement atténué de l'Allemagne. Et donc, nous avons une interprétation de ces différenciations de cycles, d'une part à partir du comportement des agents sur les marchés financiers, qui est un comportement en fait de nature mimétique et qui a des fondements macroéconomiques. Le comportement des entreprises qui dépend des conditions de la gouvernance des entreprises et de leur stratégie, qui est assez spécifique selon les pays. Et enfin, les cycles perçus au niveau macroéconomique qui vont naturellement dépendre de tout un ensemble de variables caractéristiques du mode de régulation, de la diversité des capitalistes et du mode de régulation propre à chacun d'entre eux. Alors, dans ce cadre-là, quelles sont les différentes sources d'identificateurs? Il pourrait être 5, mais pour essayer de bien comprendre les choses dans l'esprit qui est le nôtre, en tout cas dans ce petit groupe de travail. Le point de départ de l'instabilité, c'est l'absence de coordination possible par le marché entre les prévisions de rendement des entreprises et les prévisions de rendement des opérateurs financiers. Voilà. C'est dans cet écart que nous avons recherché dans ce groupe de travail à comprendre les mécanismes d'instabilité et naturellement la mise en cohérence se fait lorsque tout d'un coup, massivement, les profits anticipés ne sont pas au rendez-vous. Ce sont là les révisions de rendement brutales qui se fait sur les marchés financiers et que les entreprises doivent intégrer par la suite. Deuxième point qui nous importe beaucoup dans cette analyse de l'instabilité, c'est la dissociation qui s'effectue entre le taux de profit des entreprises et le taux d'accumulation du capital. Cette dissociation entre taux de profit et taux d'accumulation, on la retrouve de manière comptable au plan macroéconomique, entre la différence entre le taux de marge d'un côté et le taux d'investissement. Alors ce point est important, pourquoi? Parce que la financiarisation du régime de croissance a conduit à accroître cette dissociation. Ce qui veut dire que pour que les entreprises réalisent leurs profits, elles ne vont pas réaliser uniquement leurs profits sur la base de la vente des biens qu'elles font directement, soit aux entreprises, soit aux ménages, soit à l'exportation. Il faut qu'elles passent par un système bancaire et donc par l'intermédiation bancaire. Autrement dit, on a une deuxième source d'instabilité qui vient se greffer sur la première, qui est une source donc, qui est liée au marché financier, la première. Deuxième source qui est liée donc au système bancaire et à la nécessité pour boucler le régime de croissance financiarisé par la demande globale grâce à des transferts de revenus sous forme de transferts d'épargne organisés par le système bancaire. Et là, on a un rôle déterminant qui apparaît du marché immobilier, qui va être un quatrième aspect lié à la banque d'instabilité. Le troisième, là je vais rester très vite, le dernier aspect, c'est qu'en réalité, quand on regarde l'instabilité,
Où y a-t-il la plus grande instabilité? C'est sur le marché des changes. Alors c'est très important pour nous parce que les entreprises sur lesquelles nous travaillons, ce sont des entreprises multinationales qui intègrent donc dans leur fonctionnement et dans leur gestion cette incertitude. Et cette incertitude, on a tout lieu de penser, mais ce n'est pas le sujet, de croire qu'avec toute une série de choses qui se passent aux États-Unis, en Chine, notamment surtout en Chine, et pas seulement, mais on va vers un ralentissement de la mondialisation et donc vers un monde multipolaire. Et si on raisonne un peu en économie internationale, un monde multipolaire, on sait que c'est très difficile à gérer. Et donc c'est forcément un monde plus instable et plus incertain. Alors la quatrième, c'est celle sur laquelle nous avons beaucoup buté dans ce livre. Oui, d'accord. Oui, c'est ma conclusion après. C'est parfait. Non, ah, merci. C'est la transition, c'est la transition énergétique. Alors là, on se tourne vers des instabilités qu'on ne connaît pas encore en réalité. On subodore. Hein. Et la seule chose qu'on sait, c'est que, compte tenu de la façon dont les choses se passent, c'est que la transition énergétique et le changement climatique relèvent d'un processus d'apprentissage. Avec du past dependency, bien sûr. Et ce past dependency, il va être le fruit, en fait, à la fois d'une capacité à comprendre les enjeux et en même temps à se projeter collectivement à travers notamment des choix politiques. Michel Aguetard a écrit un chapitre entier sur ce point dans ce livre. Alors, quelques pistes de réflexion donc en conclusion pour ne pas noircir entièrement le tableau et vous faire part d'une pratique que j'ai auprès du ministère de l'économie notamment et en lien avec des entreprises. Bien sûr, il y a des mesures macro-prudentielles, tout le monde les connaît assez bien, je vais passer dessus, mais c'est la base. S'il n'y a pas ces mesures macro-prudentielles, on ne peut pas lutter contre l'instabilité. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'on a peu de moyens en réalité, peut-être Paul va nous dire l'inverse, mais à mon sens, on a relativement peu avec 106. C'est peu, pas beaucoup. Peu d'action en fait, de moyens d'action sur les marchés financiers, peu d'action directe. Hein, c'est très compliqué en fait à prendre en compte l'instabilité financière dans les politiques de banque centrale, et même dans les mesures macro-prudentielles. Mais ce n'est pas le sujet. En revanche, c'est ça qui nous intéresse ici, c'est le fait qu'on peut agir sur cette instabilité, notamment, c'est quand même le sujet privilégié de Roland, à travers la gouvernance. C'est un point fondamental. Hein. Justement, dans notre rapport, on montre qu'est-ce qui se passe du côté de l'Allemagne, parce que, effectivement, du côté de l'Allemagne, on a cet actionnariat modéré dans ses attentes et patient aussi, alors lié à un agenda de codétermination avec les salariés sur les problèmes de conditions d'emploi et de travail. Alors le point sur lequel personnellement je travaille le plus, c'est le suivant, c'est celui d'associer donc un changement dans la gouvernance des entreprises et dans leur mode de gestion financière à de nouvelles normes extra-comptables, extra-financières. Et donc là, à chaque fois, il faut à la fois agir au niveau macro, c'est surtout Michel Aguetard qui a des travaux là-dessus, et moi je travaille sur les critères ESG. Voilà. Alors enfin, il n'y aura pas, à mon sens, de changements fondamentaux en matière d'instabilité financière si on n'accueille pas de nouvelles institutions financières. Hein, et encore une fois, notamment avec les fonds de crédit participatif et des organismes publics. Bon voilà, surtout là, il y a des travaux importants qui se font avec la BPI notamment et avec la nouvelle construction de la Banque européenne que suit Michel Aguetard. Voilà, merci. Bien, alors, monsieur Paul Dezinski, vous disposez de 15 minutes.
Merci beaucoup, c'est un plaisir de pouvoir intervenir aujourd'hui devant vous. Très rapidement, comme vous avez remarqué, on est tous des survivants de la financiarisation, en quelque sorte, hein, autour de cette table. Donc c'est effectivement, il y a une trentaine d'années qu'on a commencé à Genève de s'occuper de ce phénomène qui était encore mal nommé et mal dégrossi, et il continue à être un peu mystérieux si on s'en tient aux différentes conversations et différents exposés qu'il y a eu pendant ces 3 jours ici à Lille. Je crois que c'est important de souligner que ce phénomène de financiarisation, c'est, en tout cas dans le langage que nous utilisons à l'Observatoire, il s'agit d'une transformation systémique. Alors on peut parler du régime de croissance, on peut parler, etc. Mais c'est une transformation systémique. Elle est visible, elle est lisible, on l'a vu ici avec votre présentation, avec d'autres présentations également. Et il y a 2 dimensions qui sont importantes. Une qui est tangible, sur laquelle je ne vais pas revenir, puisque l'ensemble des indicateurs structurels, des bilans de banque, des volumes d'opérations, des effets de levier, etc., le volume des marchés, tout ça a cru pendant les 30 années de la financiarisation sans beaucoup de ralentissement. Mais il y a une autre dimension de la financiarisation que je considère comme étant tout aussi importante, voire plus importante, c'est la financiarisation intangible. Et elle relève de l'imaginaire, d'autres diraient de l'imaginaire, des mentalités, nous on préfère parler de la Weltanschauung en quelque sorte. Et ce Weltanschauung, la manière de regarder la place de l'économie et dans la société et la place de la finance dans l'économie, et là pendant la période de financiarisation, c'est fortement consolidé autour de l'éthos de l'efficacité financière. Cette efficacité financière, c'est le ROE, c'est le Return on Asset, quelle que soit la manière de définir les actifs. C'est cette idée de l'efficacité, et cette idée d'efficacité, elle a été promue par les différents cours que nous avons suivis dans le banc d'université, que c'était les premiers cours d'économie financière ou de la finance de marché, on en a parlé dans les couloirs, et puis ensuite c'est devenu des cours de finance de marché. Mais je pense que c'est très important, c'est que cette mentalité, cette manière de regarder l'activité économique, elle n'est pas restée confinée à la sphère financière. Elle s'est répandue comme un mode de regarder le monde, la manière de construire les processus décisionnels, aussi bien dans les économies, dans les entreprises qu'on pourrait appeler de l'économie réelle, mais aussi dans une bonne partie de la société, et on pourrait même tirer le parallèle sur un certain nombre de mécanismes à l'intérieur du monde académique. L'éthos de l'efficacité, si on devait le résumer, comme il faut résumer les choses aujourd'hui, c'est le passage d'un regard sur les rapports économiques en termes de relations à un passage, à une manière de voir l'économie sous forme de transaction. Là, il y a une différence fondamentale entre ces 2 notions, je n'ai pas le temps de les développer, mais il y a 2 choses qui sont importantes. La première, c'est la dimension temporelle. Une transaction, c'est quelque chose qui est confiné, qui est équilibré, qui est très efficace, mais qui ne repose pas nécessairement sur un passé et qui ne se projette pas vers un avenir. Une relation, il y a un passé et il peut y avoir un avenir, bien sûr, il y a une relation qui s'arrête, il y a d'autres qui se développent. Le deuxième point, il y en a bien d'autres, mais le deuxième point important de différenciation entre relation et transaction, c'est l'idée pas nécessairement d'un projet avec un grand P commun, mais de quelque chose de commun vers lequel on tend. Dans la transaction, c'est totalement absent, c'est un échange pur et dur. Dans une relation, il y a quelque chose qui prépare le pas d'après. Alors, encore une fois, ce pas d'après peut aller vers un développement de la relation ou bien vers une extinction de cette relation. Troisième point important, excusez-moi, je voulais en dire 2, mais j'en dis 3 à propos de la différenciation, c'est que dans la relation, il y a souvent des externalités qui sont cachées. Et ces externalités cachées, souvent, surgissent sous forme d'innovation, de choses inattendues, de rencontres, donc de fécondité. Donc d'un côté, la relation véhicule une certaine fécondité qu'on a de la peine à discerner au moment même, mais il y a des choses qui risquent de se produire à un horizon de mois, d'années, peut-être pas de décennies, mais de mois, d'années. Dans une transaction, c'est très efficace et tout devrait, dans une bonne transaction du point de vue économique, tout devrait être en quelque sorte dans le prix. Il ne devrait pas y avoir de surprise, il ne devrait pas y avoir de fil à la patte, etc.
Ceci est très commode pour gérer les risques, enfin la transaction. La relation, c'est une autre manière de gérer les risques. La manière de gérer les risques dans la transaction, elle relève des techniques financières, le risque rendement, etc. Ceci s'est prouvé, donc cette mentalité, en parlant un peu de manière, avec un petit clin d'œil, on est tous sevrés de Homo economicus, mais là, dans les années d'euphorie financière, a surgi un autre personnage que nous on avait appelé l'Homo financiarius. Cet Homo financiarius, c'est le petit-fils de l'Homo economicus, ou le fils, mais je crois que c'est plutôt le petit-fils en termes de générationnel, le petit-fils qui raisonne en termes de risque et rendement. Et justement, l'outil de raisonnement, même s'il n'y a pas de marché, même s'il n'y a pas sur un marché financier à proprement parler, l'espace de raisonnement, c'est les risques-rendement. Et on va vers une probabilisation générale, on va vers la gestion de risque, vers la gestion d'options que l'on rencontre même dans le langage courant. Qu'est-ce que tu fais? Je gère mes options parce que je téléphone à un tel ou je téléphone pas à un tel, etc. Ça a en quelque sorte inondé nos existences. Ces 30 ans d'euphorie financière qui se sont arrêtés en 2007, maintenant on est dans 12 ans de période de procrastination, comme on a tendance à les appeler, mais procrastination sur des terrains acquis de financiarisation, nous ont laissé face à 4 confusions. 4 confusions que l'euphorie financière a quelque part généré, pas seulement dans les têtes des uns et des autres, mais au niveau de ces mentalités collectives. La première, vous l'avez mentionné indirectement, c'est la confusion entre le présent et le futur. Le marché financier, les transactions financières, elles impliquent toujours l'avenir. Ben, on a un peu survendu ou suracheté le futur des uns et des autres. C'est la montagne de la dette, c'est les cours boursiers, et on ne sait pas à combien de temps, en quelque sorte, on a déjà préempté. Cette confusion entre le présent et le futur, elle est très profonde, elle est profonde dans tous les segments de la société et des entreprises. La deuxième confusion, aussi dans plusieurs conversations ici, elle est apparue, c'est la confusion entre le réel et le virtuel. On a tendance des fois, dans certains cercles, d'opposer l'économie virtuelle, l'économie financière à l'économie réelle. Ben non, elles s'interpénètrent, on ne sait plus tellement où on est. Donc il y a une confusion sur laquelle on a de la peine à sortir. La troisième confusion, elle est plus de nature éthique, c'est la première fois que je prononce ce terme, mais il est important, c'est la confusion entre les moyens et les fins. Puisque l'argent ou la richesse est devenu l'indicateur unique et la clé, la voie qui conduit à toutes les finalités, finalement la discussion sur la finalité a perdu son objet, on s'est concentré sur les moyens, mais on a oublié que derrière, pour l'utilisation intelligente et finalisée des moyens, il faut une discussion sur les fins. On a discuté beaucoup sur le comment, on n'a pas posé la question de pourquoi. La crise écologique, la conscience de la crise écologique, parce que cette-là, elle n'est pas nouvelle, cette conscience amène progressivement dans notre esprit peut-être une certaine clarification et permet d'accentuer la discussion sur le pourquoi. Finalement, la quatrième confusion, qui est très importante dans le monde de la finance, c'est celle entre l'acteur et... Bernard Lévy avait parlé de système sans sujet. Je pense que c'est intéressant de reprendre cette notion de système sans sujet, d'institutions qui agissent, mais on ne sait pas très bien au nom de qui. Le marché pense, le marché voit, le marché décide, mais c'est pas le seul système, c'est pas le seul exemple de ce type. Donc, on a 4 confusions dans lesquelles, je pense, on patauge. Et une manière d'essayer d'en sortir, c'est la question éthique. La question éthique parce qu'elle oblige, il n'y a pas d'éthique possible sans un retour sur le réel. L'éthique, je ne parle pas de l'éthique fondamentale, je parle de l'éthique appliquée. On ne peut pas concevoir une réflexion éthique sans toucher terre, en quelque sorte, sans se rendre compte de la situation dans laquelle on se trouve, que ça se trouve au niveau collectif, au niveau d'un groupe ou au niveau individuel. Ce retour à la réalité est fondamental. Et c'est, je pense, que par cet retour à la réalité, en quelque sorte, qu'on pourra sortir des confusions. Mais la sortie des confusions, elle va se faire fondamentalement en mobilisant, comme on dit aujourd'hui, 3 niveaux. Ça ne va pas se faire uniquement sur un niveau. 3 niveaux. Celui de l'éthique sociale, c'est-à-dire des réponses macro-sociales sur la manière
sur quelle finance et quelle est la place de la finance dans nos institutions, que ce soit des institutions de financement des entreprises, que ce soit dans le financement des retraites, quel est le rôle que joue le marché financier, quel est le rôle que joue l'intermédiation financière. Les deux autres niveaux se réfèrent plus à ce qu'on a l'habitude de regarder, c'est-à-dire soit le niveau méso, le niveau des institutions financières, des institutions économiques ou des professions. On n'a pas beaucoup parlé des professions, c'est très important comme vecteur d'éthique dans le monde contemporain. On se réveille un peu sur l'importance de l'éthique que peuvent véhiculer les professions. Puis le troisième niveau, celui de l'acteur individuel en quelque sorte, est peut-être le plus évident. Mais l'éthique, le poids de discernement éthique, le poids du dilemme éthique doit être porté par les trois piliers. Alors, et puis encore, il y a une autre dimension qui est très importante, puisque quand on parle de ces confusions dont je viens de parler, quand on parle de finance, il ne faut pas oublier les trois segments, on pourrait dire, de l'activité financière. Il y a les propriétaires des fonds, les épargnants, les entreprises, des fois des collectivités publiques, pas très fréquemment. De l'autre côté, enfin, deuxième segment, c'est l'intermédiation financière au sens large, les marchés, les banques, etc. Puis la troisième, c'est les utilisateurs des fonds. Et la réflexion éthique et la sortie des confusions ne va pas se faire uniquement par une réflexion ou par une prise de conscience éthique uniquement au niveau des opérateurs financiers. Il faut que les réponses à ces quatre confusions dont je viens de parler, soient données parallèlement sur l'ensemble, on pourrait dire, du front financier, les acteurs individuels, les détenteurs de fonds, les intermédiaires et les utilisateurs de fonds. Je n'ai pas le temps de donner beaucoup d'exemples, je vais vous en donner deux. La question des propriétaires de fonds, je viens d'un pays, j'habite dans un pays, je viens d'un autre pays, mais j'habite dans un pays qui est le pays des caisses de pension par excellence, la Suisse, tout un chacun est fortement capitalisé dans ces caisses de pension. Il y a un débat qui commence à se faire. Est-ce que finalement, on n'a pas prélevé au niveau des décisions sociétales, structurelles, institutionnelles, trop d'épargne? Est-ce qu'on n'a pas collectivisé trop d'épargne et de cette manière-là, on a enlevé les moyens d'action aux individus, aux ménages, pour construire leur propre avenir? C'est une décision éminemment éthique, d'éthique sociale, qui est aujourd'hui en train d'être remise en question. Elle a été prise sur un compromis politique dans les années 80 parce qu'il y avait le marché financier qui gérait du 4%. On s'est dit c'est un Père Noël, pourquoi ne pas profiter du Père Noël vers l'éternité? Aujourd'hui ce Père Noël semble se tarir. Ça c'est un exemple important au niveau des ménages. Donc la temporalité de l'activité financière, de la périodicité et de la perspective. Épargne, utilisation de l'épargne, éventuellement transmission de l'épargne. Au niveau des intermédiaires financiers, deux points éthiques fondamentaux. Un premier qui se pose au niveau aussi des institutions continentales, mais se pose surtout dans les institutions anglo-saxonnes. Est-ce que l'activité financière a une dimension fiduciaire ou est-ce qu'on n'en a pas? Est-ce que c'est cavea temptor, c'est-à-dire c'est l'acheteur qui doit faire attention à ce qu'il fait, quel que soit son niveau d'information, ou est-ce que la profession financière, est-ce que l'institution financière a une responsabilité dans la manière, dans l'asymétrie, d'habitude on dit d'information, nous on préfère parler d'asymétrie de compréhension, et dans comment cette asymétrie de compréhension est gérée, comment est-ce qu'elle est vécue par les deux parties de la transaction. Donc ça c'est un exemple de problématique grave, profond, qui touche la culture des entreprises, mais qui touche même la structure des entreprises. C'est beaucoup plus important que uniquement la culture. C'est la structure des entreprises, le mode de commissionnement, le mode d'organisation. Le deuxième exemple que j'aimerais donner, c'est celui du conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, par définition, est inévitable. Je préfère parler de situations de loyauté multiple. Et ces loyautés multiples, on les a tous, quel que soit, puisque notre vie est compliquée, elle est complexe, pas avant d'être compliquée, on a différents rôles, qu'on le veuille ou non, dans les institutions, dans la vie privée, dans la vie civile, dans la vie politique,
et ces rôles, quelque part, se recoupent. Donc on a une pluralité de loyauté. Là, c'est une affaire de culture d'entreprise. Comment est-ce qu'on analyse, comment est-ce qu'on aborde, comment est-ce qu'on borne les conflits d'intérêts. Et le dernier mot, c'est celui sur le segment des entreprises, où le point central, me semble-t-il, c'est à quel taux est-ce qu'on actualise les dépenses d'investissement. Quel est le rendement espéré qu'on impose aux entreprises ou que les entreprises s'auto-imposent. Donc la réflexion éthique, me semble-t-il, est une voie, pas la seule, très importante pour sortir des confusions. Et aussi longtemps qu'on ne sortira pas de ces confusions, on sera dans une période de procrastination qui dure déjà depuis bientôt une quinzaine d'années. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à M. Paul Jourdan qui disposera aussi de 15 minutes. Merci. D'accord. Je crois que la différence, je le sais des deux exposés qui ont précédé le mien, et je le suis bonheur de ce que je sais de ce que Roland va dire. Ce qui est proposé, c'est des changements de comportement. Ce que je vais vous proposer, moi, ce sont des changements dans la loi, des changements d'ordre juridique. Quel avenir de la société pour une société financiarisée? Nous ne le disons pas explicitement, mais nous le sous-entendons. Un avenir très limité. Il a été question, bien entendu, de la transition nécessaire devant les dangers qui se présentent. Ceci dit, je ne considère pas, moi personnellement, que la financiarisation soit la cause des difficultés dans lesquelles nous sommes. Il me semble que c'est un des symptômes d'un processus qui est d'une autre nature, que c'est un aboutissement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mesures qui puissent être prises précisément, comme vous allez voir, pour faire que cette financiarisation diminue peut-être dans un premier temps et disparaisse, parce qu'il faut que nous revenions à cette conception ancienne, classique de la finance comme système sanguin de l'économie et pas comme source de prédation extérieure sur les processus économiques. Alors, pour faire comprendre en deux mots mon approche, il faut que je le dise à l'intention de ceux qui ne seraient pas au courant, que je ne suis ni économiste, ni hétérodoxe, ni orthodoxe. Je ne suis pas même un